Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. C'est le samedi, comme tous les samedis, je vous invite dans cette vidéo hebdo où nous parlons des grandes tendances de la macroéconomie et nous essayons de comprendre qu'est-ce qu'ils font les marchés globalement et quel est le big picture actuel pour investir sur les marchés financiers. Comme d'hab, avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et surtout des likes, c'est super important. Mettez-le tout de suite pour ne pas oublier après, parce que c'est super important pour le développement de la chaîne et ça me fait beaucoup plaisir. Et ça me récompense pour mon travail que je fais gratuitement. Dans cette vidéo, à la fin, plus exactement de cette vidéo, je vais vous faire une annonce. Donc là, je vais garder le suspense jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous restiez le plus longtemps possible avec moi. Je vais proposer un nouveau service en fait qui probablement va intéresser certains. Donc je vous inviterai de vous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse et si le nombre de commentaires et surtout le nombre des likes pour cette vidéo sera suffisant, je vais lancer ce nouveau service. Mais avant, nous allons parler comme d'habitude des sujets qu'on évoque dans toutes les vidéos hebdo. Donc ça, c'était la semaine qui était un petit peu du copier-coller de la semaine précédente. On a fait une tentative de baisse, enfin, en s'approchant au niveau que je vous ai déjà mentionné dans mes précédentes vidéos hebdo. Pour rappeler à ceux qui ne suivent pas mes vidéos régulièrement, déjà, il faut le faire. N'oubliez pas de s'inscrire à la chaîne pour le faire la semaine prochaine. Donc là, j'ai dessiné, il y a encore à peu près 3 ou 4 semaines déjà, deux niveaux qui sont super importants pour la reprise technique des marchés. Je fais un accent sur le mot qu'il s'agit de reprise purement technique et il n'y a rien de fondamental dans le rallye boursier que nous avons vécu pendant ces 2 semaines. Donc le premier niveau a été passé, c'était le niveau 2600, comme j'ai attendu, où on a franchi ce niveau sur des espérances, sur des fantasmes que le coronavirus le problème du coronavirus sera résolu plus vite. On s'approche maintenant au deuxième niveau qui est encore plus fort, qu'on verra sur le graphique tout à l'heure. C'est le niveau de 2850 sur S&P 500. Je regarde tous les niveaux sur S&P 500 et si vous regardez d'autres indices, vous devez avoir plus ou moins les mêmes tendances parce que tous les marchés financiers sont corrélés à l'économie et plus exactement même à la bourse américaine. Donc voilà, donc regardons maintenant le radar de macroéconomie que je vous montre toute la semaine. Donc là, j'enregistre cette vidéo le soir, le vendredi 17. Donc là, vous voyez que justement, ça c'est vraiment... Vous savez, si j'étais amené d'écrire un livre un jour sur l'analyse technique, je prendrais ces 2 semaines comme des exemples parce que c'est vraiment by the book, comme on dit. C'est que maintenant, on essaie de tester le niveau de 2850, pardon. On n'a pas réussi de le franchir. En fait, on l'a franchi au début de la séance en intraday aujourd'hui. À l'ouverture, en fait, l'ouverture elle était très, très positive, mais après, les indices se sont retournés, mais ils sont repassés en dessous le seuil de 2850. On verra sur les graphiques pourquoi ce niveau est tellement important. Voilà, donc du coup maintenant, je pense qu'on ne va pas finir cette semaine au-dessus de ce niveau. Et si on finit cette semaine, dans ce cas-là, ça pourra effectivement donner un élan haussier pour la semaine prochaine. D'ailleurs, juste pour ceux qui ne font pas trop de trading et ne regardent pas l'analyse technique, c'est pourquoi c'est important de finir la semaine sur un tel ou tel niveau. C'est parce que les traders graphiques, ils regardent dans les différents échelles, les graphiques. Donc il y a des échelles journaliers, mensuelles et weekly, hebdomadaires. Donc si on finit cette semaine, donc cela veut dire que ce niveau passé, en fait 2850, sera présent sur le graphique hebdomadaire. Et les graphiques hebdomadaires, c'est des graphiques assez long terme. Donc du coup, c'est les traders qui suivent les tendances long terme, surveillent ces graphiques, ils vont constater que ce niveau a été franchi. Donc la semaine prochaine, ces traders peuvent essayer de jouer la suite du rebond. Voilà, donc c'est pour ça que ce niveau est super important. Je savais qu'il était plus fort que 2600 encore. Mon avis la semaine dernière, c'était qu'il n'y a pas assez de catalyseurs fondamentaux aujourd'hui pour franchir ce seuil. Aujourd'hui, on a ouvert les indices américains en forte hausse parce que il y a des annonces des politiciens comme quoi les États-Unis vont sortir de lockdown prochainement.
Et d'ailleurs, pour moi, ça crée un nouveau type de risque qui est maintenant en train d'apparaître, en tout cas pour moi, c'est la sortie de confinement prématuré. Ça concerne surtout les pays anglo-saxons qui étaient déjà assez réticents d'y rentrer, évidemment pour des raisons économiques, je suppose. Et maintenant, on essaye d'y sortir au plus vite possible. Parce que le scénario où s'ils sortent trop tôt et le nombre des contaminés repartent à la hausse, ils perdent le contrôle à nouveau sur la situation. Dans ce cas-là, ça peut un désastre économique. Parce que du coup, ils devront revenir dans le lockdown. Et ça, c'est un scénario que je peux imaginer. Donc c'est vraiment quelque chose de très dangereux aussi de sortir trop tôt. Mais il ne faut pas y rester trop long non plus parce que vraiment l'impact sur l'économie est déjà énorme. On le verra tout à l'heure. Donc suite sur le radar, en fait, le pétrole. Donc je déteste dire la phrase que je vous ai prévenu, mais je vous ai prévenu, désolé. Donc le pétrole, c'est moins 20% pour WTI sur une semaine, moins 6, bon peut-être moins 7, ah non pardon, ça c'est moins 9 pour Brent. Déjà un écart qui se creuse entre WTI et Brent, je suppose c'est parce que Brent elle est plus impactée par OPEP. Donc, je sais pas, je pense pas que je veux parler de pétrole cette semaine. On en a déjà beaucoup parlé les semaines dernières, donc j'ai déjà tout dit quasiment. Donc, vous savez que je suis très baissier, j'étais toujours très baissier sur le pétrole. Il y a une vidéo sur ma chaîne assez récente sur le pétrole où je parlais que même le niveau de 10 dollars est possible. Euh, je, je m'en tiens en gros mon opinion parce que j'ai que ça à dire. Donc voilà, bon, sur le pétrole, je pense qu'on va pas trop passer de temps dessus. Il n'y a rien qui se passe. Donc du coup, la réunion OPEP, comme je vous ai dit la semaine dernière, ça a donné de bonne humeur au début de cette semaine, mais ça a été vite calmé et du coup ils sont repartis à la baisse. Il y a un tout petit rebond peut-être au début, mais vraiment rien de sérieux. Maintenant, on est en train d'attaquer les plus bas de cette année. Voilà, donc c'est ce qui concerne le pétrole. Bon, les taux, en fait, les taux restent très bas. Donc là, moi, je ne vois pas d'alerte ici. Je dis dans chaque vidéo que nous vivons depuis des années dans une énorme bulle sur le marché de dette. Il y a quelqu'un qui m'a posé dans les commentaires une vidéo pourquoi c'est important de surveiller les taux. C'est une superbe question. C'est une seule personne qui m'a posé cette question, mais je pense que c'est la question la plus importante. Et je devrais en fait trouver le temps pour enregistrer une nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi c'est important, parce que si on commence à creuser, ça devient vite pas trivial. Parce qu'il faut rentrer vraiment dans la macroéconomie, comment des différentes crises précédentes ont été gérées, reprendre un petit peu l'histoire. Donc j'ai peur de passer trop de temps sur le sujet, donc je ne peux pas les répondre. En tout cas, croyez-moi sur parole qu'aujourd'hui, le marché de dette, si on a des tensions sur le marché de dette, on est foutu complètement. Donc c'est vraiment, il ne faut pas trop non plus chercher, mais il faut suivre que les taux en Europe restent négatifs et les taux américains restent bas. Donc si la tendance s'inverse durablement, dans ce cas-là, il faut s'inquiéter. Il faut vraiment s'inquiéter de ça. Si jamais ça arrive. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui dit que ça arrive. Donc, voilà. Voilà, donc maintenant, je regarde vite fait les statistiques de Corona. Donc, parce que là, je suis obligé de le voir. Hein. Évidemment, ce n'est pas une question économique, mais vu que c'est le sujet toujours du mode principal, je vais essayer de faire ça vite. Voilà, mais c'est dans le contexte que je viens de dire. C'est que Donald Trump parle déjà de la sortie de confinement, de arrêt de lockdown. Mais vous voyez que les statistiques dans les États-Unis ne sont pas encore top. Donc, ils sont vraiment pas. Ça ne s'est pas amélioré tant que ça. Donc, j'ai peur que s'il sort trop tôt, est-ce que ça ne crée pas un nouveau risque qui va vraiment mettre à plat toute l'économie? Déjà, l'économie est à plat. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que on sait le caractère assez chaud de Donald Trump et j'imagine comment ça lui plaît pas cette crise qui a quasiment annulé toutes ses réussites économiques et boursières surtout pendant ses 4 ans de présidence. Et du coup, il va avoir un problème à se présenter en élection à la fin de cette année. Donc, je pense que je comprends pourquoi elle veut sortir au plus vite. Donc, du coup, ils sont rentrés en confinement plus tard. Ils ne sont pas entièrement en confinement d'ailleurs aux États-Unis. Et ils veulent sortir plus tôt. Donc, et ça, c'est l'économie la plus importante au monde. Donc en Espagne, on a vu qu'il y a eu un creux, il y a eu un positif, mais là, ça repart à la hausse. Je ne suis pas méga positif encore, hein, franchement, parce que là, en France, on a eu même une baisse, donc ça, c'est sympa. Donc là, par contre, on remonte à la hausse encore. J'ai pas l'impression que c'est totalement... Bon, l'Allemagne, c'est pas mal, en fait. Mais l'Allemagne, c'était toujours mieux que les autres.
Vous voyez, donc c'était toujours mieux que les autres. Regardez le nombre des personnes qui ont guéri, c'est quand même bien. Voilà, donc du coup, le UK, ils sont toujours dans la Grande-Bretagne, ils sont toujours à fond, quoi. Ils sont en pleine crise encore. Donc, pour moi, il est un peu tôt quand même d'en parler, mais pour les marchés, ça plaît. Probablement, Donald Trump, en fait, c'est un grand ami des marchés financiers. Probablement, il fait encore des interventions verbales, mais pour soutenir les bourses. Peut-être, peut-être. Mais est-ce que ça suffira comme un catalyseur pour franchir les seuils super importants sur le marché financier? J'en suis pas persuadé. Voilà. Dans cette vidéo, je voudrais faire un tour aussi des indicateurs économiques qui sont en train de être publiés cette semaine. Je ne le faisais pas les semaines précédentes parce que les indicateurs économiques étaient faits par rapport à la situation avant la crise de coronavirus. Maintenant, il y a les premiers indicateurs qui représentent déjà l'impact de la crise sur l'économie qui commence à être publié. Donc vous pouvez déjà aller voir comment l'économie réelle est impactée par le coronavirus. Donc ça, les indicateurs les plus importants, c'est les ventes au détail, retail sales, ça c'est aux États-Unis. En fait, je regarde principalement les États-Unis parce que c'est les États-Unis, l'économie des États-Unis qui va diriger le marché, ça c'est sûr et certain. Ne soyez pas étonnés que je regarde que les États-Unis, nous en étant en France, mais quel que soit le pays où vous habitez, si vous tradez en bourse, il faut regarder premièrement les États-Unis, tous les autres vont suivre. On n'aura jamais le CAC 40 qui va en contresens de S&P 500, donc ça c'est sûr. Déjà, les attentes des marchés. En fait, ce qui est très important à comprendre, qu'il y a des analystes qui font des pronostics pour ceux qui sont novices en bourse. En fait, le fait de voir un mauvais chiffre, ça ne va pas nécessairement dire que les marchés vont baisser. En fait, tout ce qui est important pour la bourse, c'est que est-ce que ce mauvais chiffre il est pire que ceux que les analystes anticipaient. Et souvent, surtout aux États-Unis d'ailleurs, ils jouent un petit peu malin. Ils font des pronostics d'avance trop pessimiste. Et donc, en général, quand les statistiques sortent, souvent, elle est meilleure qu'attendue, malgré qu'elle est mauvaise en valeur absolue, les bourses commencent à monter. Donc, ici, par exemple, déjà, les analystes, vu qu'ils ne savaient pas l'impact de la crise, ils voulaient se protéger quelque part, ils ont pris de la marge. Et même en prenant cette marge, les vraies statistiques qui sortent, ils sont pires que ceux que les analystes s'attendaient. Par exemple, la baisse au mois de mars de moins 8%, presque moins 9% sur les ventes au détail, c'est beaucoup. C'est vraiment très, très, très important. Ensuite, il n'y a pas eu énormément de statistiques cette semaine, mais ça c'est le statistique le plus important. Après, pour ceux qui s'intéressent au pétrole et les pétrolières, ça c'est vraiment catastrophique en fait. Ça c'est les réserves de pétrole en fait, les stockages de pétrole, mais vraiment c'est pire que tout ce qui est, donc il y a trop de pétrole dans le monde en fait. On ne sait pas quoi faire avec. Ça c'est statistique. Ces statistiques ils disent littéralement ça. Donc déjà les forecasts, les attentes des analystes, elles étaient énormes, mais c'était on avait même plus de pétrole qu'on s'attendait. Donc vraiment pour ceux qui s'intéressent au pétrole. Voilà, donc ce qui concerne les stats, c'est presque tout. Il y avait pas. En fait, toutes les autres, ils se font sur des périodes plus longues, et du coup, c'est pas très intéressant encore à les regarder parce que la grande partie de statistiques sont calculées pendant la période quand il n'y avait pas encore coronavirus. Donc voilà, donc c'est pas spécialement super important. Et toutes les semaines, aux États-Unis, on publie ce qu'on appelle Initial Jobless Claims. Et le chômage des États-Unis commence à déraper complètement. Là, vous voyez le graphe qui fait peur. Là, c'est le début du coronavirus. Ça, c'est les demandes d'inscription au chômage. Donc, la première semaine, c'était 3 millions. Après, on a fait 6 millions, presque 7. La semaine de 9 avril, on a fait encore 6,6. C'est ce que j'ai parlé il y a 2 semaines. Et la semaine dernière, le 16 avril, encore 5 millions. Donc là, on est en train d'accumuler le nombre de chômeurs qu'on a vu la dernière fois pendant la crise de 1929. Vous imaginez, la Grande Dépression a connu une telle tendance haussière des demandes de chômage. Donc, déjà, je m'attends à que certaines personnes vont se dire que tiens, on va vivre la même crise qu'en 1929. Je ne dis pas que ça sera le cas, mais je ne dis pas non plus que ça ne sera pas le cas.
tout dépend comment l'économie va réagir par rapport à ce nouveau défi créé par le coronavirus. Mais dans tous les cas, les tendances au niveau de chômage aux États-Unis, c'est plus qu'alarmant. Vraiment, ça fait beaucoup peur. Certainement, le niveau de chômage aux États-Unis va monter jusqu'à 10%. C'est très, très important aux États-Unis. Faites attention parce que le chômage aux États-Unis, il n'est pas calculé de même manière qu'en France. Donc, les formules qui mettent en équivalence la formule française par rapport aux formules américaines, vous pouvez le trouver sur Internet, mais je pense que de 10% aux États-Unis, c'est à peu près un équivalent de plus de 20% en France. Donc, je crois que c'est dans 23, 24. Donc, c'est vraiment énorme. Vraiment, c'est que chaque quatrième sera chômeur. Donc, c'est quand même très, très. Ça fait, moi, en tout cas, ça me fait peur. Surtout comment la réaction des marchés ne me paraît pas être adéquate par rapport aux risques que nous sommes en train de voir déjà, qui vont voir se matérialiser. Voilà. Donc, maintenant, nous passons au graphique. Au graphique, là, ça déjà on a vu. Ça, c'était le. Voilà, S&P 500. Comme d'habitude, on regarde le graphe. Bon, en regardant ce graphique, je me dis à chaque fois que vraiment, parfois, ça marche vraiment parfaitement l'analyse technique, sur tous les seuils en fait. On voit cette tendance qui a débuté après la crise de subprimes. Je vous ai déjà montré ces graphiques la semaine dernière. Et le niveau, c'est la ligne centrale de grand canal dans lequel on se trouve depuis 12 ans. Et la plupart du temps, on était au-dessus. On a essayé de franchir cette ligne. Et cette ligne-là, cette ligne médiane de ce canal, ça correspond aujourd'hui au niveau de 2000, 2850, exactement. Et vous regardez comment la bourse, elle, réagit quand on s'approche à ce niveau. C'est quand même incroyable, je trouve. On se demande à chaque fois que derrière, c'est des entreprises, machin, on peut être assez, on va dire, sceptique par rapport à l'analyse technique, mais quand on voit ça, vraiment, on n'a pas beaucoup d'arguments pour dire que, en tout cas, une certaine partie de l'analyse technique fonctionne quand même parfaitement bien. Donc, on voit que ce niveau il est super important pour le marché. Et c'est pour ça que je disais toujours, cette semaine, je vous le dis ça, je vous répète encore que franchir de 1850, il faut des bonnes raisons. Donc, s'il y a des bonnes raisons, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la sortie de confinement effective et pas juste les espoirs de sortie de confinement, des bonnes nouvelles sur les remèdes contre le coronavirus et avoir un petit peu plus clair sur l'impact économique. Rien de ce que je viens de citer, nous avons aujourd'hui. Donc pour moi, franchissement de ce seuil, malgré qu'on a essayé de le faire aujourd'hui, pendant la séance, sera difficile. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne va pas clôturer le marché au-dessus de ce niveau. Et d'ailleurs, c'est un bon test pour moi parce que le jour quand j'enregistre cette vidéo, on vient de le juste passer, mais vraiment un tout petit peu. Parce que les marchés ne sont pas encore fermés. Mais on verra bien si j'aurai raison ou pas. Moi, je pense qu'on va fermer juste en dessous. Et la semaine prochaine, ça va repartir à la baisse. On verra ça. Donc voilà, maintenant, je vous voyais pourquoi je surveille énormément ces niveaux-là. Mais par contre, si on franchit ce niveau, dans ce cas-là, c'est un autre scénario qui va se dessiner. Certainement, il y aura une forte tentative de hausse, parce qu'il y aura beaucoup de spéculateurs qui vont se mettre à la hausse en jouant ce niveau comme un niveau de support. Et on peut effectivement essayer d'aller jusqu'au niveau de 3300. Ça va être quand même assez compliqué. Mais le prochain niveau, ça sera, pour ceux qui veulent s'aventurer sur ces marchés très techniques, le prochain niveau pour moi, ça sera 2950. C'est facile à calculer en plus. Donc là, on devra aller essayer de tester ce niveau-là, mais si on le franchit, effectivement, on peut aller vers des niveaux au-delà des 3000. Mais pour moi, c'est un scénario qui est très difficile à s'imaginer. Donc, parce que, vous voyez, avec une ampleur de la crise comme ça, le fait qu'on revient, je vous montre un graphique plus long terme. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment ce qui durait depuis des années. Le fait qu'après une crise comme ça, qu'on revient tout simplement là, on continue notre, on va dire, je vais vous dessiner un truc, voilà, qu'on continue à avancer là, et comme ça, je pense que c'est quand même assez peu probable. Pour moi, le mouvement le plus probable, ça sera plutôt ça. Voilà, donc là, on va s'approcher à ce niveau, on va le retester, on va repartir vers le bas du canal. Voilà, c'est quelque chose comme ça qu'on devrait dessiner. Ici, en fait, c'est intéressant de regarder. Ça, c'était le bull market, le grand bull market avant les. Ah non, ça, c'était 2000.
Ouais, ça c'est le subprime, c'est ici. Non, non, qu'est-ce que je vous raconte? Je dis des bêtises. Non, le subprime, c'est là. Donc ça, c'est vraiment il y a très longtemps, dans les années 90. Donc là, on attend des sommets, c'était une grande bulle des dot-com. Et là, ça s'est éclaté là. On a inversé la tendance et on a vécu en grand bear market. Pour moi, c'est ce scénario qu'on devrait vivre. Franchement, avec une crise qu'on a aujourd'hui, c'est ce scénario qui me paraît plus probable. Donc moi, j'ai du mal à croire que, imaginez que si on était 2000 aujourd'hui, qu'avec cette crise-là, on continue tout simplement. Là, on fait genre une petite baisse comme ça, et après on revient vers les niveaux là, et on continuait d'avancer comme ça. Ça me paraît quand même assez... Voilà, donc là, je pense que c'est quand même assez difficile à imaginer ce scénario avec la profondeur de crise actuelle. Mais dans tous les cas, il faut admettre, mine de rien, on n'a pas encore cassé ce canal de très long terme. On l'a essayé de le faire, c'est là où j'ai acheté mon portefeuille que je vous ai déjà présenté il y a quelques temps, que j'ai vendu à moitié déjà. Revenez sur ma vidéo de cette semaine qui s'appelle Liquidation totale de portefeuille passif. On a tenté en fait de casser ce niveau, mais on n'a pas réussi. On est reparti vers la ligne médiane. Et maintenant, tout dépendra des nouvelles sur le coronavirus, mais je ne vois pas d'où peuvent venir les nouvelles. Ça peut être, aujourd'hui, c'est la psychologie qui dirige les marchés, donc il faut bien comprendre que psychologiquement, ça nous a permis les espoirs qu'on sort du confinement, les espoirs que les États-Unis ne vont pas y rentrer, pour finalement ils ont rentré. On s'est approché de cette ligne médiane, mais on sait parfaitement qu'il y a tout un tas de secteurs qui sont en grave difficulté, tout un tas de secteurs tout un tas d'entreprises qui vont faire faillite. Il faudra gérer ça. Les banques devront contribuer pour soutenir ces entreprises, donc du coup la rentabilité des banques va chuter. Donc pour moi, il y a toutes les raisons pour qu'on dessine un scénario plus pessimiste que revenir juste à la normale qu'on a vécu en 2019 et continuer comme ça. L'argument des gens qui jouent la hausse des marchés, c'est qu'on a injecté énormément d'argent. Mais ici, je vais vous dire un truc très important, c'est que la Fed, il peut faire beaucoup. Il y a une expression dans le trading qu'il ne faut jamais trader contre la Réserve fédérale. C'est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une crise structurelle. Ce n'est pas la crise économique qu'on a vécue ici dans les années 2008-2009. Donc ici, ça, c'était la crise économique. Et donc, du coup, la Réserve fédérale a résolu par l'injection de monétaire. Aujourd'hui, c'est plus la crise économique, c'est la crise structurelle. Donc, si la Réserve fédérale injecte l'argent, effectivement, ça pourra dépanner, ça pourra acheter du temps, mais il faudra faire des réformes. Et maintenant, nos yeux doivent être tournés vers nos chers politiciens qui devront faire quelque chose, qui devront présenter des mesures pour soutenir l'économie réelle, trouver des solutions pour des secteurs impactés par ces confinements et l'arrêt de l'économie. Et pour moi, ce n'est pas la Réserve fédérale qui pourra tout faire aujourd'hui. Donc, effectivement, ce proverbe des traders, ne jamais jouer contre la Réserve fédérale, peut ne pas forcément marcher cette fois. À moins que la Réserve fédérale commence à acheter directement les actions. Mais il y a des rumeurs qui traînent dans les médias financiers comme quoi par BlackRock, il injecte de l'argent dans l'équité. Mais tout ça, ça fait partie un petit peu des rumeurs style théorie complot. Donc là, j'ai aucune preuve tangible que la Réserve fédérale le fait. Donc, dans tous les cas, ils interviennent massivement sur le marché de dette. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut le surveiller de près. Mais le marché d'actions, il est indirectement soutenu par la Fed pour le moment. Et donc, du coup, il n'y a pas d'injection directe de la banque centrale américaine. C'est possible que ça va arriver. C'est possible. Ça va soutenir les bourses. Ils peuvent, dans ce cas-là, effectivement, si la Fed annonce qu'ils vont acheter des actions directement, effectivement, les bourses peuvent monter. Ils peuvent encore dessiner encore une vague de hausse assez durable, d'ailleurs. Mais de toute façon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, ouais, quoique dans ce scénario, on peut encore revenir dans le bull market. C'est pas un scénario impossible. Parce que le Japon, d'ailleurs, le font déjà. Et la Suisse, d'ailleurs, aussi. Dans cette vidéo, au lieu de parler du pétrole, en fait, je vais parler un petit peu de l'or, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé mon avis sur l'or. Déjà, globalement, moi, je ne trade pas l'or. Pour une raison simple, c'est que moi, je trouve que c'est un bon indicateur. C'est un actif qui représente
défiance des investisseurs et de la public en général envers le système monétaire, envers la monnaie fiat, on va dire, avec les injections monétaires massives, etc., etc. Donc pour moi, l'or, ça représente vraiment cette nervosité quand on fait plus confiance, on ne sait pas quoi acheter, on va vers l'or. Mais il y a deux marchés en fait pour l'or. C'est le marché de l'or physique, où effectivement je peux encore imaginer une certaine valeur refuge, comme on dit. En fait, l'idée, ce que je suis en train d'essayer de vous passer, que pour moi, l'or, ce n'est pas une valeur refuge. Pour une seule simple raison que l'or papier représente une masse énorme par rapport à l'or physique qui existe. Et donc, et surtout l'or papier qui dirige la valeur boursière de l'or. Et il faut bien comprendre que l'or, on n'est plus en l'or standard de l'or, comme depuis Charles de Gaulle. Donc, le standard de l'or, il a été abandonné. Donc, je sais que pendant des siècles et des siècles, c'était un actif qui représentait en gros la monnaie. Donc, toutes les monnaies avaient un équivalent de l'or. Mais ce n'est plus le cas. Mais j'ai l'impression que par l'inertie, on vit toujours un petit peu dans ce paradigme que l'or, ça a toujours de la valeur. Ça a de la valeur le temps que les gens y croient. Ça ressemble beaucoup au Bitcoin, en fait, quelque part, parce que pour le Bitcoin, par exemple, la valeur fondamentale est zéro, on le sait. Bon, sans tenir compte, évidemment, le nombre minuscule de transactions, des choses qu'on peut acheter avec le Bitcoin, mais sa valeur fondamentale, réellement, elle est presque zéro. Pour l'or, elle n'est pas zéro, mais elle est nettement inférieure à sa valeur boursière. Donc la composante psychologique dans l'or, elle est dominante, largement dominante par rapport à ce que vaut l'or pour l'industrie. Donc pour ça, pour moi, c'est vraiment l'actif spéculatif, très spéculatif, mais c'est un actif excellent pour ceux qui aiment le trading technique. Parce que c'est celui qui représente l'humeur des marchés, c'est celui qui représente ce qu'on appelle la finance comportementale. Donc du coup, je ne suis pas contre quelqu'un qui trade de l'or, je ne dis pas qu'il trade n'importe quoi, mais je dis que si vous tradez de l'or, par définition, vous tradez de la technique. Et il ne faut pas confondre l'or avec les valeurs refuges. Vous avez vu très bien qu'en fin 2018, et pendant cette crise d'ailleurs aussi, l'or il a chuté avec tous les marchés. Peut-être pour l'or physique, s'il est à la fin du monde, machin, etc., vous pouvez échanger l'or contre quelque chose. Et même ça, je ne suis pas certain. Parce qu'aujourd'hui, l'or, imaginez que vraiment à la fin du monde, on n'a plus rien, il y a des bandits partout, genre des braquages des magasins, il y a tout le bordel dans le monde entier. Qu'est-ce que vous faites avec cet or? Vous pensez que vous allez le prendre et le proposer dans le magasin pour acheter du pain ou de la viande? Je ne sais pas. Peut-être, je vois pas quelque chose, mais pour moi, on n'est plus dans des siècles quand l'or représentait une valeur qui est équivalente à l'argent. Aujourd'hui, les valeurs refuges, je vous dis c'est quoi? C'est les obligations aux 10 ans américaines et le dollar. Ça, c'est les valeurs refuges, les vraies valeurs refuges. Dans le paradigme actuel, le temps qu'il n'y a pas une explosion de la bulle obligataire, qui, je pense, peut arriver un jour, j'espère qu'il n'arrivera pas... ce jour n'arrivera pas quand je suis en vie, parce que ça va être la fin du capitalisme, comme on dit. Voilà. Donc ceux qui aiment bien regarder les émissions sur la fin du capitalisme, je vous dis que le capitalisme va finir quand la bulle sur le marché de dette va s'exploser. Ça, c'est mon avis. Voilà. Et je suis persuadé, mais bon, là, je ne peux pas connaître l'avenir, mais je suis à 99% certain que l'or ne va pas vous sauver dans cette situation. Voilà, donc du coup, voilà. Mais pourquoi pas le trader si vous aimez le trading technique, ou si vous avez un bon système de gestion des risques, on peut trader techniquement l'or. Voilà, ça c'est juste mon avis global sur l'or. Donc évidemment, si on va en parler, on va regarder uniquement les niveaux, parce qu'il n'y a pas de fondamental à discuter. Donc la défiance, elle est là, parce que les injections monétaires sont plus que massives, donc vraiment, on ne sait même pas... On se demande de la vraie valeur de l'argent de plus en plus. Il y a plein qui se posent ces questions. Et évidemment, l'or en profite. Vous voyez les derniers trends et les queues haussiers. Donc là, on bat. C'est pas les records. Je pense qu'il y avait encore plus avant. Mais dans tous les cas, moi, je ne vois pas que ce canal soit cassé dans les circonstances actuelles. En fait, il peut être cassé, vous savez, paradoxal. C'est par rapport à ce que je viens de dire. Il peut repasser à la baisse, à une forte baisse. Un seul scénario que je peux imaginer, c'est quand
on repart en chute des marchés. Parce que s'il y a une chute des marchés, dans ce cas-là, ceux qui détiennent le futur de l'or, ils vont perdre sur d'autres actifs. Et leurs brokers vont leur forcer de vendre toutes les positions qu'ils ont sur le compte, y compris l'or. Et donc, du coup, techniquement, l'or va basculer avec tous les autres actifs. Donc, très important, ne croyez pas que l'or va vous sauver de la crise. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans les commentaires, pourquoi si tu es baissier, pourquoi tu n'achèterais pas l'or? Justement pour cette raison, parce que l'or va baisser avec tout le monde. Donc c'est rien de sorcier dans l'or. On n'est plus dans le standard d'or, on n'est plus dans... le paradigme, c'est plus la psychologie. L'or est cher parce que les gens veulent payer cher pour l'or. Et donc, si on reste dans la crise, on va dire, durable, mais un petit peu molle, on va dire, avec des injections un peu partout, avec les banques, avec la baisse des rentabilités, augmentation de chômage, mais pas une chute brutale des marchés, dans ce cas-là, l'or, elle peut effectivement se balader dans ce niveau, parce qu'il y aura de plus en plus d'injections pour calmer les marchés, etc. Et il y a toutes les chances qu'on continue à suivre ce canal. Et si je regarde le graphique long terme, bon. Ah là, on est au plus haut historique ou quoi? Non, quand même pas. Ah, on n'est pas loin des plus hauts historiques. Dans le plus haut historique, c'est à 1800, 800 et quelques. Ah, vous voyez, donc là, je ne suis pas du tout l'or, donc du coup, je ne connais même pas les niveaux. Donc voilà, donc là, le niveau historique, ce sera 1800 et quelques. Donc si on franchit 1800, j'avais l'impression qu'il avait 2000, mais il n'a jamais dépassé 2000. Ah non, bah non, apparemment non. Bon. Donc 1800, ça sera une énorme résistance. Donc pour ceux qui veulent trader, justement, tradez-le. Hein. Voilà, donc moi je ne vais pas le faire parce que pour moi c'est un indicateur de vraiment de défiance des investisseurs et des traders sur les marchés. Mais ce n'est pas un actif sur lequel... Ouais, non, on est vraiment au bout là. Donc du coup, si j'en reviens sur le truc, je suis désolé parce que j'étais pas trop au courant qu'on était... je pensais qu'on était loin encore des plus hauts historiques. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on peut aller jusqu'au là. Mais je pense que ce canal va être cassé proche de ces niveaux plus hauts historiques. Ça me paraît vraiment le scénario le plus probable. Mais après, l'or, pour moi, c'est encore... si les gens, pour une fois... il change d'avis, il peut tout à fait repartir. Vous voyez, donc les tendances sont bien plus fréquentes. Le changement des tendances pour l'or sont bien plus fréquentes que pour S&P 500, comme on a vu tout à l'heure. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de tendance de très long terme. Donc, il bougeait vraiment en fonction des cycles économiques. Et il était principalement oscillé pendant des périodes quand il y a eu beaucoup d'impression monétaire. Voilà, c'est ça qui concerne l'or. Voilà, donc à la fin de cette vidéo aussi, avant de faire cette annonce que je vous ai promis, je voulais vous parler de ma stratégie globale. Donc, j'ai publié la vidéo cette semaine, comme quoi j'ai commencé à vendre mes actions. J'ai déjà vendu plus ou moins moitié. J'ai encore pas mal d'actions. Hein. Si on franchit le niveau de 1850, j'aurai encore quelques actions qui vont bénéficier de la propulsion haussière qu'on va certainement vivre. Si ça n'arrive pas, ça ne me dérange pas parce que les actions que j'ai gardées, c'est des belles actions. C'est genre Google, Citrix, Cisco, Abiomed que j'ai gardé parce que c'est assez intéressant. Roche Holding, j'ai toujours, qui me fait 20% encore en quelques semaines. Donc, bon, c'était un marché haussier. C'est pas parce que j'ai bien investi, mais c'est parce que tous les marchés, toutes les actions ont monté, donc et Roche Holding aussi. Donc voilà, j'ai un petit peu regretté d'ailleurs, ceux qui regardent ce que je fais de près, j'ai un petit peu regretté d'avoir vendu B&J Foods. En plus, le jour suivant que j'ai vendu, il a pris 7%. Donc, bon, déjà j'étais à plus 17 quand j'ai vendu, donc j'ai pas à me plaindre. Mais dans tous les cas, si vous l'avez dans le portefeuille, peut-être il vaut mieux le garder. Hein. Donc, parce que là, ça vraiment, c'est la nourriture packagée, mais c'est la nourriture packagée qui a profité. C'était un des rares secteurs qui ont profité de cette crise. Voilà. Donc, B&J Food, c'est vraiment une valeur sympathique. Donc, si vous êtes intéressé par ce que moi j'achète, revenez sur la catégorie portefeuille passif. Je vous dis tout dans cette catégorie, ce que j'achète, ce que je vends. Et je commençais à faire des shorts sur les marchés financiers. Autour de ce niveau de 1850 que je vous ai dit, j'ai acheté beaucoup de puts, des options puts sur des bancaires principalement. Et aux États-Unis. Ce que j'ai en put, j'ai Bank of America, j'ai Wells Fargo, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai pris Caterpillar aussi parce que je trouve que Caterpillar, c'est une valeur hyper méga cyclique. Et il sera exposé à la récession dans laquelle nous sommes déjà, c'est sûr.
et elle n'a pas suffisamment baissé pendant la première vague de baisse. Moi, je pense que toute la baisse pour Caterpillar, elle est encore devant elle. Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais encore un truc que j'ai acheté, je crois. Voilà, non, non, je sais plus. En fait, non, en gros, j'ai commencé à acheter autour de ce niveau vraiment très fort que je vous ai déjà montré. Commencer à prendre des positions short, mais sur des actions indirectes et pas sur l'indice. Parce que sur l'indice, c'est vrai que les lots de trading sont assez importants. Je ne suis pas à 100% convaincu qu'il y aura un retournement tout de suite. Donc là, je commence à faire des petits pas sur des secteurs que moi je trouve qui sont les plus faibles, les plus fragilisés par cette crise. Voilà, donc, comme je vous ai promis, à la fin de cette vidéo, je fais une annonce parce que je réfléchis encore, c'est pas encore certain, que je vais lancer un nouveau service. Donc je sais que sur la chaîne, il y a déjà maintenant il y a beaucoup de personnes. Déjà, je vous remercie énormément pour les gentils commentaires que vous faites. Ça me fait énormément plaisir que vous regardez la chaîne, que ça vous plaît, que ça vous sert surtout. Voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont novices et qui sont intéressées par les bases d'investissement sur le marché financier et pas que. Bon, des personnes qui sont déjà initiées, peut-être qu'ils veulent des clarifications sur certains points, typiquement sur des ratios fondamentaux, sur l'analyse technique ou sur les sociétés concrètes qui vous intéressent. En fait, ce que je veux proposer de vous faire, c'est d'organiser un certain nombre de séances, en ligne évidemment, donc ça sera soit par Skype, soit ça par Zoom, bon après on verra, je vais penser encore à l'infrastructure. Dans ces vidéos, c'est vous qui vous choisissez un sujet. Donc vous me dites par exemple, Pavel, ça m'intéresse ce sujet, après je vous réponds en disant que si j'ai déjà les compétences dans le sujet, parce que si vous, par exemple, vous me posez des questions sur la crypto-monnaie, je n'ai pas de compétences dedans, et donc là, je ne pourrais pas vous renseigner, sauf quelques niveaux techniques éventuellement. Et on se fait en fait une séance d'1 heure à peu près. Donc on peut effectivement, on ne sera pas avec un chronomètre, mais il ne faut pas que ça soit 2 heures, quoi. Même si on dépasse quelques minutes, c'est pas grave. Et comme ça, je vous fais une petite introduction, on fait un petit discours comme ça. Je pense que je vais faire, pour commencer, une dizaine de séances pour voir comment ça se passe. Ça me permettra de connaître un petit peu la public, en fait, connaître ceux qui intéressent les gens qui regardent ma chaîne. Voilà. Après, évidemment, la question que vous vous posez, si ça sera gratuit ou pas, je vous dis que ça ne sera pas gratuit totalement, mais je ne vais rien gagner là-dessus. Donc, ma chaîne est gratuite, jusqu'à aujourd'hui elle était toujours gratuite, parce que pour moi il y a un concept auquel je veux toujours suivre, lequel que je veux toujours suivre, c'est de ne pas avoir un conflit d'intérêt sur la chaîne. Parce que je sais qu'il y a énormément de chaînes qui vous proposent des formations. Souvent c'est des bonnes formations, il ne faut pas non plus les critiquer trop, souvent c'est des gens sérieux, en fait, mais en tout cas, à partir du moment quand vous allez commencer soit de donner les conseils d'investissement, soit de faire des formations, vous rentrez dans le concept de conflit d'intérêt. Ce que je propose aujourd'hui, c'est que ce cours, ça va coûter vraiment pas cher. Genre, ça sera à peu près je ne sais pas exactement encore le prix, je n'ai pas encore décidé, mais ça sera dans les alentours d'aller en restaurant, voilà, donc un restaurant moyen. Et par contre, cet argent, il va aller dans une association, à la charité en fait, et c'est vous choisissez dans quelle association ça va aller. Donc en gros, je vais recevoir cet argent, effectivement, et après je vais vous faire un rapport de versement vers cette association. Donc après, évidemment, si vous ne faites pas confiance, etc., vous ne le faites pas, donc il n'y a aucun problème. Je vous dis que ce genre de montant, pour moi, ça ne change pas ma vie, je n'ai aucun intérêt de arnaquer quoi qu'il le soit. Mon but, c'est de comprendre en fait ce qui intéresse les gens, en même temps d'aider au monde, et effectivement de vous apprendre à investir pour que vous puissiez effectivement monter de niveau et aller peut-être plus loin dans vos investissements et s'intéresser à des sujets probablement un petit peu plus techniques de point de vue de trading et dans l'investissement. Et le but de ma chaîne, c'est effectivement que même quelqu'un qui débute, pour qu'il puisse progresser et pour qu'il se retrouve sur cette chaîne avec ses questions. Donc, pour qu'il trouve des réponses à ces questions et progressivement, il arrive vers le niveau qu'il s'est fixé lui-même. Tout le monde n'est pas obligé de devenir des grands traders non plus, mais ceux qui veulent devenir des grands traders, probablement un jour j'aurai une offre professionnelle où on va parler des options, des stratégies optionnelles, vraiment des stratégies complexes. On peut même créer des revenus passifs, mais ça sera effectivement réservé à des personnes qui veulent devenir traders et ça sera une offre complètement à part, mais aussi dans l'esprit complètement d'absence
du conflit d'intérêts. Pour moi, c'est ça le sujet et le contenu gratuit que je veux livrer, je veux le continuer à livrer toujours. Et aujourd'hui, mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, avec en tag formation, si vous êtes intéressé. Ensuite, je vais regarder combien de personnes m'ont dit qu'ils sont intéressés. Et en fonction de ça, je vais décider si je lance cette offre ou pas. Donc, encore une fois, je vous dis que c'est pas pour gagner de l'argent pour moi-même, c'est pour faire développer la chaîne, pour comprendre l'audience et pour aider au monde. Voilà. Et sur cette belle note, je vous souhaite tout le meilleur. Bon week-end. Mind the Cash. À très bientôt.